Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast This is my story, présenté par Tu fais quoi, le studio Henri Debs et Acerola Productions. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être équipé d'une petite paire de chez Atoll les opticiens, plus précisément la boutique de Pointe-à-Pitre et celle de Jarry, avec laquelle on est en train de vous concocter une petite remise proposée par Tu fais quoi. Aujourd'hui, je reçois Jean-Rony Le Riche, que normalement vous connaissez. Si ce n'est pas le cas, on va découvrir ce personnage ensemble. À tout de suite. JR, comment tu vas? Ça va et toi? Super bien, content de te voir, ça faisait un petit moment. Ouais, moi aussi. Petite actualité, donc là on est en janvier et tu as ouvert, je crois, courant septembre, donc 2023, tu me diras si je me trompe sur la date. C'est en juillet. Juillet 2023, ton restaurant. Ouais. Félicitations. Merci. Est-ce que tu peux nous donner l'emplacement, parce que c'est super important? L'emplacement, on est au bout des Champs-Élysées, près de la Gloire de Triomphe. Donc à deux pas des Champs-Élysées, la Gloire de Triomphe, et voilà, donc plein cœur de Paris. Ça fait quoi d'être un Antillais guadeloupéen d'origine haïtienne, si je ne me trompe pas, ouais, qui a réussi à ouvrir un restaurant à cet emplacement? Tu me disais que c'était mythique. Ouais, mes voisins, c'est Louis Vuitton. Ah oui. Ouais, donc, c'est pas mal. Donc ouais, non, c'est une belle fierté, surtout que je vois la communauté qui est vraiment super content. Et d'avoir marqué là, je suis quasiment, je pense, l'un des seuls à avoir, parce que c'est le restaurant m'appartient en fait. Mm-hmm. Donc d'avoir un bien comme ça en plein cœur de Paris, c'est bien, quoi, c'est cool. Avant ça, tu étais à Toulouse. C'est ça, ouais. Tu avais aussi un restaurant. C'est ça. Pendant combien d'années? Pendant 8 ans. Pendant 8 ans, ok. Pendant 8 ans, ouais. Et pourquoi? C'était le goal d'arriver sur Paris. Pourquoi passer de Toulouse à Paris? Parce que déjà, je voulais... c'était déjà mon but, mais on m'a beaucoup incité, surtout les grands critiques culinaires français, parce qu'ils me disaient que c'était une cuisine aussi extraordinaire, on ne pouvait pas rester à Toulouse, parce qu'à Toulouse, c'est quand même une petite ville, et Paris, c'est le monde. Donc, ils me disaient qu'il fallait ouvrir cette cuisine, cette gastronomie, cette culture sous le monde. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, je vais aller à Paris. Après l'emplacement, je pense que c'est toute une question c'est l'univers qui décide. Mm-hmm. Et l'emplacement, je n'imaginais même pas, franchement, jamais j'aurais pensé être dans ce lieu-là, avoir un restaurant comme ça, parce que là, je me disais, c'était impossible. Et donc, du coup, justement, l'univers m'a montré que tout est possible, en fait. À partir de quand tu commences à réaliser que ça va vraiment se faire? Parce qu'à un moment, j'imagine, tu y penses, tu as l'idée, on t'en parle et tu te dis, ouais, il faudrait que j'ouvre un restaurant sur Paris. Comment ça se passe et comment tu commences à réaliser que, punaise, je vais avoir un resto sur Paris, sur les Champs? Bon, déjà, c'était compliqué. Pour moi, c'était parce que c'était chaud. Parce que financièrement, il faut pouvoir, et même devoir prétendre avoir un restaurant. Ensuite, il faut, quand on est sur Paris, c'est pas Toulouse en fait, c'est beaucoup plus gros. Donc, même au dernier moment, j'y croyais pas parce que c'était trop incroyable en fait. Et sous l'emplacement, quand j'ai trouvé l'emplacement, franchement, j'y croyais pas en fait. C'était quasiment, même aujourd'hui, quand je sors du restaurant, quand je vois la bagnole, quand je vois la glotte qui va à côté, je me dis mais c'est réel en fait. Donc je sais même pas à quel moment, je sais même pas si quand je l'ai vendu, que je vais voir, que je vais peut-être plus tard, je vais me rendre compte de ça, mais même là j'arrive, j'ai du mal à me rendre compte de ça. Et comment les gens ont accueilli finalement ton restaurant, la communauté? Super bien. Alors, déjà, pour la petite histoire, on a ouvert en fin juillet, début août. Donc, on s'est dit... Ça fait quasiment 6 mois, du coup? Ouais, ça fait quasiment 6 mois. Avec mon épouse qui était enceinte. Bon, avec une petite équipe. Donc, on s'est dit, bon, on va ouvrir à ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup de monde. Comme ça, on va se mettre en rodage. On a ouvert, le jour où on a ouvert, le lendemain, complet, full. Donc, du coup, et jusqu'à maintenant. Et donc, c'était chaud. Parce que, on n'était pas préparé à ça. Mm-hmm. Et donc, du coup, on a dû gérer ça. Imaginez qu'une femme enceinte, avec un train de couvert, tout en plein, midi et soir, c'est chaud. Et donc, du coup, on a pu gérer ça. Après, justement, on pensait pas qu'il allait avoir autant, parce que souvent, les Antillais ne vont pas forcément dans des restaurants entiers. Et on a eu toute la communauté qui vient, qui revient. C'était incroyable, en fait. Il y a une fierté dans les yeux des gens. Il y a même dans l'anecdote de Kalash, qui était tellement... ils étaient super fiers, ils sont venus, et un jour, Clara arrive avec comment ça s'appelle, elle arrive avec un tableau, un cadeau.
Je me dis, qu'est-ce que c'est? Et, oui, tu m'avais parlé de ça. Et il m'amène le disque d'or. Et là, je me dis, waouh! Et ouais, ben, j'ai eu Thierry Henry aussi qui est passé. Thierry Henry, mais grosse fierté. Même à chaque fois, je suis là, ils sont. Et voilà, et la communauté, ils jouent vraiment le jeu, ils sont vraiment hyper fiers ici. C'est franchement, ouais, c'est très, 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 très bien apprécié. Tu me dirais à Harry Roselmack aussi. Oui, à Roselmack, Lilian Thuram, il y en a plein. Il y a Kelly Massol, celle qui est sur MC en ce moment-là, qui est venu super fier, qui justement, et le truc c'est qu'en fait, ils viennent tous et redécouvrent la cuisine antillaise, et ils redécouvrent, c'est des gens parce que mon public est plutôt un public de personnes qui ont, on va entre guillemets, réussi. Et donc du coup, aujourd'hui, ils vont souvent dans des restaurants, des grands restaurants dans le monde, ils aiment bien manger, et en fait, ça leur manquait d'avoir quelque part où ils pouvaient manger de la cuisine de chez eux, mais d'une façon un peu plus, beaucoup plus travaillée. Et là, ben, tous ces petits gens-là sont hyper contents, hyper heureux de voir ça. Il y a un acteur là, celui qui fait ma première étoile. Omar, non. Je n'ai pas dit de bêtises. Non, c'est pas moi aussi. Ne me taclez pas. C'est un Guadeloupéen, il s'appelle Jean-Baptiste, tout comme ça. Je ne pourrais pas t'aider, franchement, désolé. Mais Firmin aussi est venu, ben, il a fait avec Firmin Richard. Et pareil. Vous avez la ref, les gars? Tu peux me donner à Lucien Jean-Baptiste. Voilà, okay. C'est exactement ça, Jean-Baptiste. Super content, justement. Et lui, il est venu, alors, Messi est venu, il a dû se cacher, pas se cacher, mais il est venu, et en fait, sa mère, il ne mange que les acras de sa mère. Il m'a dit, pas manger les acras nulle part d'autre. Il a mangé les acras, il m'a dit que les acras étaient au niveau de sa mère, donc le gars était tellement content. Il m'a dit, bon, il dira pas sa mère parce que c'est sa mère, c'est qu'il a mangé les acras autre part que chez lui. Faut pas qu'elle écoute le podcast. Faut pas qu'elle écoute ça. Non, mais c'est un problème. Autre grosse anecdote dont tu m'as fait part la dernière fois qu'on s'est eu, tu m'as dit que tu avais des Américains qui étaient passés au resto et qu'ils étaient super satisfaits et étonnés de voir que c'était un black, en gros, qui avait ouvert à cette place-là et qui était surtout propriétaire du restaurant. Exactement, ouais. Ben, il y a des Américains qui passent, je sais pas qui ils sont. Et en fait, donc le restaurant était full, mais c'est que des Afros qui sont là, en fait. Parce qu'en fait, il y a des Français qui veulent venir, mais c'est tellement, ils ont tellement eu le temps de réserver avant qu'ils n'ont même pas le temps d'arriver, les Français. Et donc, il y avait que les Afros, les Américains qui passent devant, et ils voient ça, ils se disent, mais un truc comme ça, avec autant de blacks, dans un lieu comme ça peut être qu'un black qui l'a, en fait. Et ils sont rentrés, ils étaient super contents de voir que un black est propriétaire, un truc comme ça, donc ils ont pris des photos, et puis voilà, c'était une fierté pour eux. On parle de fierté, est-ce que tu peux nous parler de ton fameux four dont tu me fais l'éloge depuis un petit moment? Tu me dis que en gros c'est la Rolls-Royce des fours, quoi, tu vois, c'est ça? Exactement, ça, ce four-là, il est incroyable. En fait, vous imaginez, c'est comme si on avait les tonneaux là qu'on fait le boucanage là, mais un truc où il est en mode Rolls-Royce, quoi. C'est un truc qui est joli, beau, et avec une cuisson juste qu'on règle au degré près. Donc le truc il est extraordinaire, et en fait moi je le compare souvent à un dragon. Tu vois, t'imagines, c'est un dragon. Un dragon, c'est un dinosaure qui cache du feu et qui vole. Donc c'est incroyable, tu le roi du monde, c'est un dragon, t'as Godzilla. Mais pour dresser le dragon, c'est compliqué, parce que le dragon, il cache du feu, il peut t'écraser. Mais c'est pareil. Ce four-là, en fait, quand tu arrives ça m'a pris du temps pour pouvoir apprendre à le contrôler, parce qu'il est très très dur à contrôler, parce qu'il monte à très vite en température, et il faut vraiment être au bon moment pour pouvoir le faire le bon boucanage et la bonne cuisson. Mais quand tu arrives à contrôler ton dragon, ben ça fait des trucs incroyables, en fait. Et la cuisson est juste, c'est une cuisson c'est une cuisson qui est ancestrale, que faisaient les Amérindiens au départ, parce qu'ils le faisaient sous la terre il y avait une cuisson haute, très homogène, mais qui au goût du jour est tellement pas connue, parce que tu sais, les gens on a beaucoup utilisé beaucoup de technologies, et on s'est détourné de ce qui est la base. Parce que le charbon, par exemple, aux Antilles, le charbon, c'est la base de la cuisine antillaise. Les flibustiers utilisaient que le charbon, en fait. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de... Et en fait, là, on retourne à l'essence même de la chose. Donc, du coup, on a le goût pas le goût du charbon, mais le goût de la braise, le goût des feuilles, le goût du... Et donc, du coup, ça fait que il y a ce goût-là, plus la super bonne température. Et après, j'utilise, moi, les techniques que j'ai apprises dans la cuisine française, c'est-à-dire mon poulet, mon poisson, il ne va pas être surcuit. Mon poisson va être juste nacré.
Donc, imagine le truc, un poisson boucané, mais nacré. C'est-à-dire que t'as le poisson qui flotte dans ta bouche, pas l'autre côté sec, là. Le poisson qui flotte dans ta bouche, le petit côté fumé, l'assaisonnement qui va derrière. Voilà, c'est... Tu veux nous donner faim, là. Voilà, c'est magique. Et tu sais, ce que j'avais trouvé intéressant aussi dans notre échange, c'est que tu me faisais part du fait que quand tu as, une vision, un objectif, même si c'est dur, qu'il faut y croire, il faut y aller. Là où je veux en venir, c'est que ton four, tu me racontais l'anecdote comme quoi, je sais pas si c'est la conseillère ou quoi, en gros, limite, elle te demandait d'abandonner l'idée du four parce que c'était un coût trop élevé, un coût supplémentaire. Et que toi, tu as insisté pour garder ton four, mais aujourd'hui, en fait, le four fait partie de l'image et de la renommée du restaurant. Exactement. Le four, ils m'ont dit non, le four, il coûte trop cher, ça va dépasser. J'aurais dit, mais... Alors déjà, pour ce four-là, même pour le restaurant, parce qu'en fait, ce four-là, donc on est en plein cœur de Paris. Imaginez, on est près des Champs-Élysées, et j'ai un four à boucanage. Donc vous savez, le four à boucanage, comment ça fait la fumée quand on passe sous la route, vous sentez l'odeur. Donc, déjà, pour pouvoir l'avoir, en termes de législation, en termes de normes, il faut avoir une super haute pour pouvoir l'avoir. Hein. Donc, il fallait trouver un lieu qui... Donc, parmi les lieux, s'il n'y avait pas un emplacement pour le fond, je disais, je ne veux pas. Ensuite, quand on a fait le business plan et quand il fallait acheter le restaurant, il fallait acheter le fond. Quand ils m'ont dit non, moi j'aurais dit, écoutez-moi, s'il n'y a pas le fond, il n'y a pas de restaurant. Parce que moi, je veux mon fond. Je voulais faire il faut qu'il n'y ait pas de table. Il faut qu'il n'y ait pas de table, mais il faut le fond. Parce que le fond, c'est l'essence même du truc. Et donc, du coup, j'ai pas lâché l'affaire. Hein. J'ai pas lâché l'affaire. Et donc, du coup, ils m'ont mon fond. Et aujourd'hui, la petite histoire, j'ai la banquière qui est venue, toute l'équipe de la banque qui est venue cette semaine. Ils sont venus jeudi. Quand ils ont goûté le truc, monsieur le riche, on comprend. Hein. Là, on comprend que c'est, qu'il fallait vraiment ce truc-là. Et aujourd'hui, c'est venu, même le four, je suis devenu un peu l'ambassadeur de la marque du four. Ah oui. Parce que, donc, du coup, aujourd'hui, dès qu'il y a la presse qui vient, ils ont la presse parce que le four, je l'utilise, mais je travaille de tous les sens, en fait. J'utilise le roux, le bas, j'utilise je fais tout avec. Tu es vraiment une égérie limite de la marque de ce four-là. Ouais. Et donc, combien de temps ça prend entre le moment où tu décides, où tu as envie d'ouvrir le resto et l'ouverture en juillet 2023, combien de temps ça prend pour arriver à ouvrir ce restaurant-là? Pour que les gens puissent se rendre compte du labeur et de la difficulté d'arriver à concrétiser son idée. Ah, ça a pris 2 ans. Et bien 2 ans, ouais, même plus que 2 ans même. C'était avant le Covid que je voulais. Donc il y a le Covid déjà qui m'a fait perdre du temps. Et après, ça a pris vraiment 2 ans. Et mais pour l'histoire, c'est que et c'est pour ça que dans la vie, il faut être patient, il faut laisser guider par l'univers parce que quand on pense à vouloir quelque chose et il faut attendre le bon moment. Il faut être patient, il faut passer par des étapes avant. Et justement, mais là, ça m'a vraiment donné une leçon parce que j'étais hyper impatient. Il y a des lieux que j'ai trouvés que je voulais absolument prendre, mais je me suis dit, et beaucoup de gens m'ont parlé aussi. M'ont dit, à chaque fois, j'avais des petits rappels comme ça. Attention, prends le temps. Et donc, du coup, ça a pris 2 ans et donc j'ai patienté. Et après, on est arrivé, et puis j'ai pu avoir ce restaurant-là. Et tu vois autre chose encore, en parlant d'investissement, tu me disais, parce que moi je note tout, hein, tu vois, j'enregistre chaque fois qu'on s'appelle, tu sais, j'enregistre ce que tu me dis, et ça me motive, et ça me rappelle que des fois, il faut croire en sa vision. Tu m'as dit, mot pour mot, des fois le chemin le plus facile n'est pas le meilleur à prendre. Dans le sens où tu disais, j'aurais pu avoir des actionnaires, des investisseurs pour le resto. Et tu me disais, imagine, ces gens-là, ils détiennent finalement ton bébé, alors qu'effectivement, en prenant le chemin le plus compliqué, tu finis par ouvrir ton restaurant, mais tu es le seul maître à bord. Donc la victoire est encore plus belle. Et quand les gens ensuite te sollicitent, il y a une sorte de respect beaucoup plus haut, parce que tu t'es fait tout seul, en fait. Exactement. C'est vrai parce qu'en fait, là, par exemple, aujourd'hui, mon restaurant, ça marche, hein, tout le monde voit les chiffres, ça marche. Mais à la base, il n'y a pas de restaurant gastronomique antillais à Paris. C'est l'un des premiers. Et en termes de chiffres, il y a, en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Si je prends un investisseur, il voudrait jamais... Personne n'aurait fait ce que j'ai fait là. Parce que c'est tellement faux, en fait.
mettre des acras, là je mets de la soupe joumou, mettre la viande boucanée, notre gastronomique pour avoir une clientèle. Comme la clientèle, il n'y a pas de clientèle antillaise, on va dire. En vrai, une grosse clientèle antillaise. Les gens ne connaissent pas ça. Et en fait, en termes de chiffres, un investisseur ne peut pas vouloir miser dessus. Parce que c'est comme tout, en fait. Quand on ne connaît pas, il faut vraiment être à vouloir pour pouvoir qu'on lui suive. Et là, en fait, personne n'aurait voulu que je fasse ça, en fait. Si j'avais des investisseurs, personne n'aurait voulu que je fasse ça, puisqu'ils m'auraient dit, mais non, ça ne marchera pas. Et je me suis dit, j'ai pris le temps. C'était compliqué, parce que financièrement, moi, je n'ai même pas comment, c'est énorme. Et, tu pourrais nous donner une fourchette juste pour qu'on ait une idée? Une fourchette en termes de prix? Ouais, pas nous dire ça coûte coûté de temps si tu veux pas, mais... C'est 2 millions. Ok. Donc, du coup, ouais, c'est énorme. Et même, je reviens sur un autre point, souvent les gens, en fait, je vois beaucoup de gens qui pensent souvent argent. L'argent, c'est quelque chose qui est important, mais c'est pas ce qui nous permet d'arriver à notre fin. Moi, aujourd'hui, le restaurant, il est pas loin du million, mais c'est pas l'argent qui m'a permis de l'avoir, en fait. C'est tout ce que je dégage, toutes les paroles que j'ai, tout le travail que j'ai fourni. Pour la petite histoire, c'était impressionnant, mais même moi, j'ai pas couru, hein, avec mon avocate, je fais un petit coucou, c'est une Guadeloupéenne qui m'a suivi. Le jour de la vente, le jour de l'achat du restaurant, j'avais pas l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'argent. J'ai signé le restaurant, j'ai pas payé la personne. C'est-à-dire que la personne m'a cru en moi juste parce qu'il a vu la personne que j'étais et il m'a dit qu'il me fait confiance. Et donc, du coup, on a signé, même avec l'avocat, on n'a pas compris. Mais c'est après que j'ai compris qu'en fait, c'est pas que de l'argent acheter des choses, c'est avec ce qu'on va être. Donc, on ne faut pas chercher à avoir l'argent. Il faut que ça être la meilleure personne qu'on peut être, mais pas chercher à avoir de l'argent. Et c'est ça qui ramène la richesse, on va dire, entre guillemets. Et en fait, quand ça s'est fait, même, avec l'avocat, je me souviens, c'était la veille. On est là, donc, parce que la banque devait envoyer l'argent. L'argent n'arrive pas. Il y a un problème. Donc, on est là avec l'avocat. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si on arrête la vente, c'est mort parce qu'on ne peut plus avoir le restaurant. Je dis à l'avocat, bon, c'est quoi? Je vais voir le vendeur, je vais lui parler clairement. Je vais dire les choses clairement. Ah, tu es allé, tu lui dis, t'as pas les sous? Je dis, monsieur, on n'a pas l'argent. Et à aucun moment tu t'es dit, j'y vais, mais je bluffe? Non. J'ai dit, mais c'est pas lui, c'est dans les yeux. J'ai dit, mais j'ai pas l'argent. Il m'a regardé, il m'a dit, monsieur le riche, il n'y a pas de problème. On fait la vente demain, sans problème. Et quand j'ai appelé l'avocat même, elle n'a pas compris. Il a dit ça, sans problème. Et donc, du coup, c'est pour montrer que, et même sur l'achat, hein, il a retiré beaucoup d'argent, le gars, sous les trucs. Il y avait, par exemple, parce que le gars, en fait, ce monsieur qui avait le restaurant depuis 30 ans, c'est eux qui lui tenait son restaurant, était son bébé, en fait. Et il a eu, en même moment que moi, j'allais acheter, il y avait un gros groupe parisien qui devait acheter le restaurant. Parce que là où l'emplacement, il est juste incroyable. Monsieur a dit non. Monsieur m'a pris moi. Beaucoup moins cher. Le gars part à la retraite. Hein. Beaucoup moins cher. Et il a payé l'argent le jour. Et le gars a couru. Et là, je le vois, le gars, souvent, il est hyper fier parce qu'il voit que, en fait, ça a servi à quelque chose, en fait. Et c'est ce qui est important, c'est de servir une cause, servir à quelque chose. Là, il voit que la cause, et tout le temps, il voit que le restaurant, il est full, avec une communauté qui vient. Je lui explique un petit peu comment les gens le voient les trucs. Et le gars, c'est ça qui est pour lui, c'est la richesse pour lui, en fait. C'était pas l'argent qu'il allait avoir. Là, je pense que Michel va partir. Il va mourir un jour, mais il aura satisfaction d'avoir fait quelque chose pour l'humanité, en fait. Pour son prochain. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est la vraie richesse. Pour moi, hein, c'est pas, par exemple, là, le restaurant a une valeur. Mais pour moi, c'est pas ça ma richesse. Ma richesse, c'est ce que, par exemple, j'ai mon père et ma mère qui sont décédés, là. C'est ça ma richesse. C'est ce qu'ils m'ont donné. C'est comment ça? C'est la façon d'être, l'humanité qu'on va avoir. C'est ça la richesse. Et ça tombe bien parce que mon nom, c'est le riche. Et en plus, t'as vu l'emplacement, c'est pas dénué de sens du tout. Qu'est-ce que j'allais te dire? Comment tu décrirais ta cuisine? Ma cuisine, j'essaie de retranscrire la cuisine caribéenne. Parce que je suis guadeloupéen, d'origine haïtienne. Très jeune, c'était compliqué. Maintenant, c'est facile de dire je suis guadeloupéen. Haïti, c'est beau aujourd'hui. Ou c'est devenu à la mode, effectivement. Il y a la mode.
Mais il y a 10 ans, 20 ans, il y a 20, 30 ans. Ouais, c'était limite une insulte quand tu disais à quelqu'un. Ouais, mes parents ne voulaient pas que je dise que je suis haïtien. Ils me disaient non, pas du parce que c'était chaud, c'est le petit haïtien, tout ça. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, et comme j'étais un peu rebelle, je me suis dit, ah ouais, je suis haïtien. Et ce qui était compliqué, c'était en Guadeloupe, j'étais un haïtien. J'étais en Haïti, j'étais un Guadeloupéen. Et c'était compliqué pour moi, je me dis, mais attends, mais des le riche m'appellent le petit Guadeloupéen, le petit Français. Parce que là, on se ressemble. Et les Guadeloupéens me disent, je suis un haïtien. Mais je me suis dit, mais en fait, au lieu de penser négativement, de me dire, ouais, je suis ni ça, je suis caribéen. Donc je me suis dit, depuis tout jeune, je me suis dit, je suis un caribéen, je suis un Guadeloupéen, un vrai Guadeloupéen, je suis un haïtien, un vrai haïtien, je suis un dominicain, j'étais élevé avec des Dominicains, des Saint-Luciens, je suis tout ça. Et donc ma cuisine, c'était pareil. Parce que j'ai tous ces goûts-là, en fait, très jeune. Parce que j'étais élevé avec je suis de Mao, bon, et il y a beaucoup de Saint-Luciens, des Dominicains. Dans le bourg. Dans mon quartier. Et j'avais tous ces goûts-là, en fait. Le goût des bananes pesées, les goûts les goûts de on avait ça encore. Ils sont de bouquet, là, les Saint-Luciens. Ils ont ce de bouquet. Ils ont une cuisine un peu spéciale, les Saint-Luciens. Les ice pop avec les Dominicains, même la musique. Et donc, tout ça, en fait, ça a créé ma cuisine. C'est-à-dire que tout ça, j'ai repris tout ça, et j'ai fait un mix avec. Et donc, du coup, c'est avec la cuisine française que j'ai appris. Et j'ai essayé de mettre ça, mais de façon de le retranscrire, de garder l'authenticité, donc d'être authentique dans ma cuisine, mais de donner un visage un peu plus classe, un peu plus élégant. Pour qu'on reste sur cette tradition, parce que pour moi, qui est riche, puisqu'elle a des années, elle a été, elle a été sublimée par tous ces mamans, hein, et c'est les mamans, c'est justement pour finir sur la cuisine, comment ma cuisine elle est. Là, pour moi, la maman antillaise, c'est celle qui cuisine beaucoup. La maman antillaise, elle sait pas dire je t'aime. Elle sait pas dire, elle est plutôt brute. Mais la seule façon pour une mère antillaise de dire je t'aime, c'est par exemple on fait une bêtise et qu'ils disent mais manger là, mais ni rien plein là. Et ça en fait pour lui, et donc du coup, elle va prendre le temps. Par exemple, il y a le couteau chien. Quand la mamie, moi j'ai l'image des mamies, des mamans antillaises, à découper le truc tout petit, tout fin là comme ça. Parce qu'en fait, le but, c'est de pouvoir donner l'amour à leur enfant. Mais ils savent pas le dire. Donc la seule façon de le dire, et qu'on puisse pas, parce que il fallait monter quand même que voilà, c'est de donner la nourriture. Donc la nourriture d'une maman antillaise, elle est juste incroyable en fait. C'est ça que moi, quand le plus beau cadeau que... Non, pas cadeau. Une marque de... on va faire un compliment. C'est de me dire que ma cuisine est la même cuisine que la cuisine d'une maman antillaise. Quand on me dit ça, j'ai tout gagné. Moi, c'est bon. Pour moi, là, c'est... Les étoiles, tout ça, là, bon. Je cuisine comme maman antillaise, c'est bon. C'est souvent la référence de tous les enfants. Tu sais, quand ils découvrent la cuisine de quelqu'un, la personne suprême, on va dire, la meilleure cuisinière qu'on a, c'est souvent notre mère ou notre grand-mère. Ouais, ou notre grand-mère. C'est souvent l'une des deux, en tout cas. On a commencé par le resto. On va retracer un petit peu ton parcours. Tu es issu d'une famille, je crois que vous êtes 3, hein, si je ne me trompe pas. 3. Tu as grandi à Bemao, tu es arrivé à quel âge? Mais je suis né à Bemao. Okay. Bemao, je suis né à Bemao. Comment dire, mon lombric, il est enterré là-bas. Ouais, Bemao, je suis né mes parents sont arrivés dans les années 70. Et moi, je suis né dans les années 80. Donc, je suis né à Bemao. Et j'ai eu une vie extraordinaire parce que c'est justement, j'essaie de parler aux jeunes qui viennent des milieux comme moi, parce que c'est un milieu très, très populaire. J'avais ni eau, ni électricité, ni sanitaire. On était hyper pauvres, mais j'étais l'enfant le plus riche au monde. Parce que j'avais tout le temps à manger. On vivait dans un sorte de ghetto, mais c'est pour ça que Admiral, c'est quand il parle de ghetto, je vois en fait cette vie-là en fait. C'est une vie en fait où tout le monde est ensemble. Et on est très pauvres, et c'est là où je pense que c'est l'une des meilleures façons. Alors là aujourd'hui, je vis sous les champs, près des champs, je suis bien, tout ça. Mais la vie était le plus heureux, c'était là en fait. Puisque c'était une vie avec de l'amour, mais un amour, mais il y avait zéro matériel. On vivait quasiment dans les bois, on mangeait ce qu'il y avait
ceux qui avaient la terre nous donnait, ce qu'on avait comme animaux dans la commune, et c'était incroyable en fait. Et puis après, donc j'ai grandi à Mao, et après j'ai fait du basket. Très important, tu m'as dit dans ton parcours, le basket. Ouais, très important, c'est un des trucs primordial parce qu'en fait, c'est au moment où ça commençait à devenir chaud, surtout à Mao, les gants et tout ça. Et en fait, moi, le basket m'a permis de me cadrer, de me structurer. Parce que, au basket, il faut être structuré déjà pour y arriver. Et donc, du coup, ça m'a permis d'avoir aussi une autre famille parce que souvent, quand on est adolescent, la famille, c'est important, mais on a souvent des petits conflits avec la famille. Donc, c'est soit on va vers on va souvent dans une autre famille, c'est sûr à ce moment-là. Donc, soit on va vers la rue, soit on va vers une famille un peu. Donc, moi, c'est le basket. Et donc, le basket, ça m'a vraiment recadré. Et ça m'a donné l'envie de me surpasser. Très jeune, mon rêve, c'était de jouer NBA, parce que je kiffais. Et après, j'ai compris que le sport, c'était un truc qui est assez éphémère. Donc, je me suis mis vraiment sous les études. Et tu me disais aussi que par rapport à ton implication dans le sport, dans le basket, souvent dans le quartier, tu n'avais pas de problème parce que on disait non, lui, c'est ce petit jeune qui joue au basket et tout, et du coup, que les gens te laissaient tranquille parce que tu étais un gars déjà très calme et que tu faisais tes affaires en gros. Exact, mais la petite histoire, ça m'avait marqué. J'avais 17 ans, il y avait un des boss à Mao, des boss de gang à Mao. Et en fait, je passe, et il m'arrête. J'étais avec moi le basket. Il y avait 2 petits jeunes qui avaient mon âge, et qui faisaient le show, je sais pas si avait des couteaux, des fusils, comme ça. Et donc il vient, il passe, il m'arrête, le boss. Il me dit, viens voir. Il me dit, lui là, Rooney, je le respecte. Parce que lui, c'est quelqu'un de droit, il va jouer au basket, il fait ses études. Lui, je le respecte. Mais vous êtes dans la rue là, vous avez vos fusils, vous avez vos trucs, mais en fait, moi, je respecte plus une personne comme ça que vous. C'est pas ça qui va vous faire comme... Et pourtant, le gars, c'était un chef de gang, le gars, c'était un boss, en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est ça le vrai respect, en fait. Et je voyais que c'était ça, en fait. Être droit, ne pas montrer le côté, ouais, j'ai peur de rien. Les gens comprennent, savent que c'est ça qui est la vraie force, en fait. Et donc ça m'avait marqué, ça m'avait donné envie. Et justement, je parlais souvent aux petits jeunes de gars. Je prenais l'exemple de lui, là. Je disais, mais lui, il m'a dit qu'il me respecte. Ah ouais, mais non, c'est impossible. Mais oui, lui m'a dit ça. Et donc, ça permet il y a certains que je pouvais un peu leur parler pour essayer de leur faire sortir un peu de ce cadeau-là. Et tu disais effectivement aujourd'hui, les champs, tu es installé là-bas. Moi, je voudrais aussi appuyer sur ton implication pour la Guadeloupe, mais surtout aussi pour Mao. Parce que chaque fois que tu viens, tu sais, tu as grandi là. Et dans ta zone, pour avoir traîné un peu avec toi, tu me disais, tu t'occupais des jardins, je crois. Tu organisais... il y avait un concours aussi. Ouais, je comprends. À un moment, tu devais, je crois, revisiter les cartes pour les cantines de Mao. Tu as fait pas mal de choses dont je voudrais bien que tu nous parles. Alors, il y a la première chose que justement je dois faire cette semaine, c'est je vais jouer en prison aussi. Oui, régulièrement. Tu m'avais parlé de ça. Ouais. Je vais en prison, je vais voir les jeunes parce que justement, je vais voir les jeunes jeunes mineurs pour essayer parce que je sais, alors pour avoir vécu avec ces gens-là, c'est comme si c'était mes frères, hein. Je sais que c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est un choix qu'ils prennent, mais c'est pas forcément ce qu'ils auraient aimé faire. Mais ils sont obligés de suivre une tendance. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Quand on vient de ce milieu-là, c'est très compliqué de pouvoir s'en sortir. C'est possible, hein. Moi, je suis arrivé. Mais c'est compliqué, il faut avoir des modèles. Et quand on n'a pas de modèle, c'est très compliqué. Donc, moi, je vais en prison. C'est un des trucs que je fais, je vais en prison. Et je leur parle, je respecte, je prends mon temps pour venir leur voir et pour expliquer un peu mon parcours. J'explique d'où je viens. Et quand on sait d'où je viens, c'est plus facile parce que ils se plus facilement. Ils s'identifient à toi, en fait. Ils s'identifient à moi. Parce qu'ils savent d'où je viens. Donc, ils savent que je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Et donc, ça me permet, moi, de pouvoir les faire sortir de là. Je sais que c'est compliqué. Et il leur faut comprendre que je comprends, en fait, ceux qui vivent. Et je ne vais pas pour les juger. Donc, je ramène mon livre. Je leur donne un livre pour qu'ils puissent prendre le temps de lire. Parce que là-bas, ils ont le temps de réfléchir quand même. Et donc, du coup, et je leur parle de mon parcours et je parle avec eux. Comme ça leur permet à eux de quand ils sortent, de se dire qu'ils vont aller vers autre chose puisqu'ils ont vu que c'est possible, en fait.
quand on a vu une personne de possible, ils peuvent s'identifier à moi, se dire, le chef Le Riche, il est là, aujourd'hui, il est ambassadeur Audi, il a son restaurant, et filles et trucs. Donc, du coup, je peux arriver hors que de faire d'être dans la rue, où souvent, c'est la musique, donc on fait la musique. Il y a autre chose, il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir à moi. Les cantines, le concours. Les cantines, c'était en fait, il y avait eu un bad buzz une fois où il y avait le repas à la cantine n'était pas top. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, avec mes compétences aujourd'hui, et faire un repas pour les jeunes de la cantine, mais avec des produits locaux. Donc, ils puissent manger quelque chose, des produits locaux, mais au lieu de manger un plat, souvent les plats viennent de métropole, mais donner des choses pour qu'ils puissent aussi, par exemple, apprécier le fruit à pain, qui est une richesse, ou apprécier l'igname. Donc, du coup, voilà, donc c'était ça le projet Clave de Mao, qu'on va faire normalement pour l'année prochaine, parce que là, avec le restaurant, c'est un peu compliqué. Après, il y a le concours aussi que je vais refaire cette année. Je vais t'inviter en plus, le concours. Ah, tiens, je te mettrai en jury. Avec plaisir. C'est très facile. Bien manger. Très facile, il faut juste manger. Et j'ai créé un concours, c'était pour les jeunes, pour tous les jeunes qui se cherchent. J'avais plus ciblé aussi des jeunes qui sont peut-être dans les milieux, qui veulent sortir, par exemple. Et pour l'histoire, pour le concours, le premier concours que j'ai fait, le gagnant, c'était Apocalypse, qui est chanteur de Dockside et chez Larry. Ouais. Et ça a apprécié tout le monde parce que personne n'imaginait qu'il aurait gagné. Il aurait gagné. Et pour moi, c'est un talent, en fait, dans tout ce qui est ghetto, qui est les banlieues, tout ça. Il y a une niche de talent, mais c'est incroyable. Et c'est dommage. Et lui, justement, c'était la preuve parce que quand on voit Apocalypse, c'est le grand Lox qui chante, qui parle de la rue et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui a en plus, il y a une finesse dans sa cuisine. Même moi, je me dis, en cuisine, je suis bon, hein, mais Apocalypse, pour moi, il est encore meilleur parce que le gars, il a même pas fait d'école de cuisine et le gars, il connaît tous les codes en cuisine. Il sait, on le met, je l'ai amené, pour la petite histoire, après le concours, j'ai amené à la route du Rhum. La route du Rhum, il y a plein de monde, ça. Il faisait à manger, c'est lui qui faisait les repas, hein, et je faisais goûter aux gens. Il y avait peut-être, des fois, il y avait peut-être 100 personnes à chaque fois devant moi, mais les 100 personnes disaient, mais c'était extraordinaire. Mais c'est lui qui faisait ça, en fait. Et donc, du coup, ça a permis de se dire, mais en fait, il chante tout ça, il y a la rue, tout ça, mais il y a un truc aussi, j'ai ça aussi qui est, et même il y a plein aussi de la rue qui m'ont dit, mais c'est super, mais que c'est vrai que c'est bien de pouvoir mettre ça en lumière. Et donc, du coup, pour moi, c'était ça, en fait, le truc. C'est de mettre des jeunes comme ça en lumière. Là, je vais le refaire cette année, normalement. Et le but, c'est de ça, en fait, c'est de pouvoir faire des jeunes soit qui se cherchent, ou qui ont des talents, mais pouvoir, parce que c'est dur de sortir de sa zone de confort pour aller faire ça. Parce que souvent, on va suivre la voie normale, en fait. Et le but, c'est de pouvoir le faire. Et donc, là, j'ai la région et pas mal d'autres partenaires qui m'accompagnent. Et le but, là, en fait, cette année, je suis en train de voir pour que ce concours, ça puisse prendre un élan un peu plus gros et que je puisse faire le jeune. Plus médiatisé. Et faire le jeune aller justement en métropole pour pouvoir faire une école. Il y a une continuité, quoi. Ouais, et avec une bourse. Ok. À quel moment la cuisine, tu décides d'en faire finalement ton activité, ton métier? C'est parce que j'étais chimiste à la base. Ok. Chimiste et je joue au basket. Et donc, du coup, j'avais toujours une idée de faire de la cuisine, de l'agroalimentaire. Et arrivé à ma licence 3, ils m'ont dit, il faut que je fasse de la cuisine. Donc, j'ai un cousin qui était chef cuisinier. Mais moi, je cuisinais beaucoup, hein. J'aimais beaucoup ça, cuisiner. Mais tous mes amis me disaient, ouais, mais il faut que tu cuisines, demain, tu deviens chef cuisinier. Mais pour moi, je voyais pas le truc. Et quand ça m'a fait des clics, j'ai vu mon cousin au Canada pendant une semaine, je restais avec lui. J'ai vu le travail du chef cuisinier. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et donc, du coup, j'étais en licence 3. J'ai laissé la licence et j'étais fait un CAP. Et puis boum, CAP de cuisine, mention de pâtisserie. Et l'histoire démarre comme ça? L'histoire démarre comme ça, ouais. Et après, c'est quoi les échelons? Tu pars à quel moment? À quel moment tu arrives à Toulouse? En fait, je suis parti à Toulouse depuis 2003, parce que j'étais parti pour faire ma licence de donc tu la chimie. Faisais là-bas. Ouais, non, c'était à Toulouse, licence de chimie et le basket. Et après, donc, du coup, il avait fait toute la licence. Et après, quand je suis arrivé, j'ai fait le CAP et la mention. Et après, pour l'histoire, même pour l'histoire du restaurant, comment j'ai pu l'avoir, c'est avec le basket encore. C'est qu'en fait, pendant que j'étais à l'école, pendant que je joue au basket, je faisais le repas du clubhouse, le repas de mon club. Et en fait, donc, on est resté, en plus pour la petite soeur, on est resté 3 ans vécu chez nous,
C'est-à-dire que chaque match, il y avait une salle bondée, c'était incroyable. Et donc, du coup, je faisais le repas à chaque fin de match chez nous. Et donc, du coup, il y avait c'est pour ça aussi que, à tous les gens qui vont regarder, il faut toujours ce qu'on fait, même si c'est une chose minime, même si on fait à manger pour la famille, il faut toujours rester carré et faire les choses dans la continuité, ne pas bâcler les choses. Et en fait, je faisais tout le temps les repas. Quand je faisais le repas, dès qu'il y avait le repas, c'était moi qui faisais le repas, il y a un tas de monde. Et il y avait un monsieur qui était là, qui était le père de des joueurs qui était avec moi, et qui était directeur de banque. Et donc, moi, je ne le savais pas, moi. Donc, moi, je faisais mon truc, j'étais là tous les samedis, donc je jouais. Donc, je venais le vendredi soir, je commençais à cuisiner. Je jouais samedi soir, je jouais le match. Je finissais le match, il y avait souvent les autographes. Après, j'allais finir le repas et je servais les gens. Et en fait, donc, du coup, moi, je fais ça pendant 2 ans, 3 ans. Et après, donc, arrivé pour le restaurant, donc, je viens pour chercher des banques. Moi-même, je suis un peu fou, là. Je vais au restaurant à Toulouse, mais j'ai pas d'argent. Je vais voir des banques, elle dit, mais t'as pas d'argent. Tu peux pas avoir de restaurant. Même il y avait un banquier que j'avais appelé qui m'avait dit que je n'aurais jamais de restaurant parce que j'ai pas d'argent. T'as pas d'argent. Et en fait, donc je vais voir un banquier, et le banquier, en fait, je lui parle. Donc moi, ce que je faisais, comme j'avais pas d'argent, mais j'avais l'amour de faire de ma cuisine, je venais tout avec un panier et j'en ai mangé pour eux. Je vais voir des banquiers, je lui amène à manger, bitin, je lui parle un peu de ma vie, bitin. Il me dit, ouais, je lui parle du basket. Je dis, ouais, je joue au basket. Il me dit, ouais, je joue au basket. Je vois les athées. Ah, vous connaissez Rémi, machin? Oui, c'est un joueur. C'est le gars, justement, son père, machin. Et donc, il me dit, ok, d'accord, vous connaissez Rémi, pas de problème. Donc, il me dit, bon, ok, bon, au revoir, monsieur. Et ce qu'il fait, c'est qu'il appelle il appelle le directeur, le père de Rémi, le directeur de la banque. Il demande, ouais, il y a un monsieur qui veut me voir, un petit jeune qui veut me voir, il veut ouvrir un restaurant, machin. Ben, il dit, mais lui, tu fais tout ce que tu peux, mais il faut qu'il ait son restaurant. Eh ben, moi, on fait tout ça de montage, pour avoir un prêt, il faut tout ça de montage. Ça passe pas. Et le seul montage qui passait, c'est que le directeur de banque se porte garant pour le restaurant. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il s'est porté garant. Donc, monsieur a mis son truc, monsieur a mis sa carrière un peu pour moi, en fait, pour mon truc. Et après, ben, explosion, hein. Le restaurant vient, ça roule, ça marche, je paye le prêt, tout ça, et après, par la retraite, et le gars était super fier, super content. Comment tu expliques, je sais pas si tu crois aux rencontres et tout, mais là, tu me dis ton restaurant de Toulouse, si tu regardes bien, c'est une rencontre qui fait que tu y accèdes. Il se porte garant. L'ouverture à Paris, le gars, il a le choix entre quelqu'un qui a peut-être beaucoup plus d'argent et toi, et il te choisit encore. Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est, je sais pas, le karma? Je sais pas comment appeler ça, mais... Mais moi, je pense que c'est le karma, l'univers. Parce qu'en fait, quand on fait des choses, c'est pour ça, souvent, on dit souvent, quand on est gentil, on dit souvent, ouais, faut pas être gentil, parce que pour moi, en fait, la gentillesse, ça paye, en fait. Sauf que ça paye plus tard. Et tout le karma, c'est super important. Ne pas faire du mal, être faire ce que l'univers demande, et faire le bien pour son prochain, ça apporte que les bonnes choses, en fait. Plus on va faire du bien, la vie, c'est ça, en fait. La vie, c'est une boule d'énergie. On donne, on reçoit. On donne, on reçoit. Puis on donne. C'est comme, moi, par exemple, en ce moment, dans le restaurant, le truc qui les gens kiffent, c'est je fais une sorte de revisite du Dombré Iwasu, Boucané. Faut savoir que je suis allergique aux fruits de mer. J'ai jamais goûté le Dombré Iwasu. Mais en fait, moi, je veux juste faire plaisir aux gens. Donc, pour moi, j'ai un don, et je veux donner aux gens, les gens qui veulent qu'ils mangent des fruits de mer, ben, qui puissent apprécier ça. Et donc, c'est le plat, c'est pas possible, c'est réel, en fait. Quelqu'un qui mange pas quelque chose. Mais comment tu réussis à trouver la bonne recette à faire apprécier alors que je sais même pas comment je fais ça. C'est juste ce truc que je sais. Faut que ce soit bon. Donc, je peux le goûter, en fait. Donc, je peux le goûter, mais si j'en mange trop, je deviens malade. Je peux le goûter, mais j'ai jamais mangé le plat réellement. Je sais pas qu'est-ce que le plat, comment le plat il est, en fait. Mais je l'ai composé d'une manière, dans ma tête, je me suis dit, il faut qu'il y ait ça, plus ça, et ça a donné quelque chose, c'est vrai que ça va faire une explosion. Et en fait, je fais ça, et donc c'est pareil, donc tout ce qui arrive, moi je pense que c'est pas un hasard, ce sont des énergies, c'est tout c'est tout le partage, tout ce que j'ai donné, qu'on me revoit, qui te revient. Et donc, si on suit, en fait, on a tous une lignée pour moi.
On a tous une lignée qu'on doit suivre, mais cette lignée-là n'est pas forcément celle qu'on pense, en fait. Mais il faut juste la faire avec le cœur, donner, par exemple, donner sans compter, donner avec le cœur, et en fait, des choses qui sont incroyables vont revenir, en fait. Donc, moi, c'est ça, en fait. Pour moi, c'est ça ce qui fait que toutes ces choses-là, ça compense être que des choses qui sont, on va dire, c'est la chance, on va dire, entre guillemets. J'ai la chance de tomber sur le banquier, j'ai la chance de tomber sur le gars qui a eu. Mais c'est pas la chance pour moi. C'est un retour finalement de l'univers et en même temps, il y a un passif derrière. C'est le père de quelqu'un avec qui tu joues, quelqu'un qui sait que tous les matchs, tu fais à manger, tu le fais avec le cœur, tu joues, etc. Pendant que tu l'as fait depuis des années. Donc finalement, aujourd'hui, il a peut-être l'occasion, lui, de renvoyer l'ascenseur et il le fait. Exactement. C'est ça. Et donc, tu passes 8 ans là-bas. Tu as été primé par Goltemio, si je ne me trompe pas. Ouais, Guemio, j'ai eu le jeune talent Guemio. Comment ça se passe? C'était pour un plan particulier? Non, en fait, alors le Guemio, ils font une sélection des futurs grands chefs. Et ils prennent des jeunes. Il faut avoir moins de 35 ans. Et donc, du coup, ils font une sélection et chaque région, il y a 4 régions. Et en fait, chaque région, ils prennent les 3 meilleurs. Et moi, cette année-là, l'année d'avant, il y avait Maurice Sacco qui est super connu là. Mhm. Maurice Sacco, il y a plein de grands chefs qui sont passés par là. Et en fait, moi, je pense, il y a une autre entière avant qui a eu une semaine entière, c'est un Africain. Mais en fait, ils ont beaucoup aimé ce que je dégageais en fait, et ma cuisine. Et donc du coup, et pour eux en fait, quand dans ce prix-là, c'est quelqu'un qui est voué à devenir un chef étoilé. Et donc du coup, ils ont kiffé même. C'est tout un ensemble en fait. C'est pas seulement la cuisine, c'est la personne, ce qui dégage, ce qui va apporter. Et donc du coup, voilà. Et mon de ce prix-là qui m'a permis aujourd'hui parce que c'est un prix-là c'est quand même assez gros. Il y a un peu d'argent, mais il y a aussi beaucoup de partenaires très 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 importants et qui te permet de pouvoir ouvrir ton restaurant et de vraiment faire un truc vraiment haut de gamme quoi. Et on parle de rencontres, d'amitié, etc. Tu es très proche de Kalash, qui t'a offert justement le disque d'or. Ouais, disque d'or, ouais. Disque d'or ou platine, je sais même pas. Non, c'est l'or. L'or. Le moment, il va platine. qu'il met au restaurant. Comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez été amenés à être aussi proches? Mais en fait, on s'est rencontrés, en plus à chaque fois, on se rappelle c'était le 10 juin 2014. Il vient pour un concert. Et mais c'est vers juin, je me souviens plus vraiment la date, c'est Clara qui a la date. Et donc, moi en fait, je recevais à Toulouse, je recevais quasiment tous les artistes. Et Kalash, il vient un jour avec Clara, ils viennent et donc je les reçois. Donc du coup, je fais un menu pour Kalash avec tous ses morceaux, je les remets dans un plat. Le gars, lui et Clara, ils sont wow, mais extra, mais c'est qui ce gars, tout ça. Et en fait, là, naît quelque chose, parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'artistes. Et très peu, je pense que c'est l'un des rares artistes, à la fin, il vient me voir avec Clara, il me donne son CD. Il me dit, tiens, c'est cadeau. Et qu'il a apprécié, qu'il a trouvé ça superbe. Même il est resté à la base, il m'avait dit qu'il restait 1 heure. Ils sont restés 5 heures dans le restaurant. 5 heures à parler de ça. Et donc, du coup, il a trouvé, lui et Clara, parce que c'est pas seulement Kalash, c'est Kalash et Clara. Ils ont trouvé, la personne a trouvé que ce que je dégageais, c'était super en fait. Et donc après, on a commencé, chaque fois qu'il venait, il venait au restaurant. Et donc du coup, soit il venait au restaurant, soit moi je le venais. Donc du coup, et on est restés très proches, on se parlait des fois au téléphone. Et donc ça fait que ça a noué quelque chose, mais quelque chose de... C'était 2 personnes qui aiment le travail de l'autre en fait. Moi j'ai beaucoup de travail en tant que chef, en tant qu'artiste, et parce qu'il y a Clara aussi en tant que manager, parce que Clara elle est à côté, il y a Kalash, mais il y a Clara qui fait un truc énorme, qui est juste énorme en fait. Et lui, il aimait beaucoup ma cuisine. Et donc à chaque fois, en fait, chaque fois, il avait un nouveau truc que je montre en cuisine et je jouais une nouvelle chanson. Et je disais, et donc du coup, ça fait que, et lui m'invitait, par exemple, m'invitait à premier concert, il m'invitait, donc je montais. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a à nouveau un truc. Et on a eu pas mal de choses en fait. J'ai fait, Kalash, c'est une des rares personnes avec Clara, que ils ont mangé ma cuisine dans toutes sortes d'univers. Ils ont mangé dans mon restaurant, en haut, en bas, dans toutes les salles. Ils ont fait brunch. Ils ont fait chef privé chez eux.
Ils ont fait chef, j'étais à l'hôtel. Ils ont mangé en Guadeloupe. Il y a quasiment, en fait, toutes les fois où j'ai cuisiné, toutes les façons de cuisiner, il a tout goûté, en fait. Et donc, du coup, voilà. Et après, je pense que on a un respect chacun l'un pour l'autre pour le travail qui est fourni. Parce que moi, je vois pas jusqu'à l'âge je vois l'artiste, en fait. Comme je vous parlais de Mappy, mais ça m'avait impressionné. Moi, j'étais resté là. Parce que moi, je voyais qu'à l'âge. Mais quand j'étais là, c'était avec eux, et je suis en train de les observer, mais ils sont restés quasiment 1 heure à jouer un truc comme ça. Et il y avait des boissons, ils pouvaient être là en train de se poser, quoi. De s'amuser, quoi. Et le gars était en train de travailler sa musique. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, en fait, là. C'est ça le travail. Même il y avait Idna aussi, c'est un que j'ai connu en même temps, que je voyais, et je me souviens, et des fois j'allais à l'hôtel, je voyais Idna dans son coin en train de son ordinateur, le gars il est et je me disais, mais ah ouais, en fait, et ça permettait de comprendre la passion, et je pense que pareil, moi je le ressens pas, mais lui aussi, le fait de voir ma cuisine à chaque fois, là il est venu au restaurant dernier avec Thierry Henry, et moi je fais ma cuisine, je fais mon truc, mais je vois comme un enfant en fait là, et que je lui montre mes plats, machin, waouh, mais t'as fait ça, et il goûte le truc, mais je pense que c'est pareil. Peut-être que lui aussi, ça l'inspire aussi. Donc, du coup, c'est un truc, c'est un respect un peu mutuel. Chacun de 2 artistes caribéens qui font un truc pour la culture, parce qu'on a aussi beaucoup la culture en nous. Pas la culture ni de Martinique, de Guadeloupe, ni d'Haïti, mais une culture caribéenne. Et je pense que c'est ça aussi qui nous rapproche beaucoup. Ça, c'est très, très beau comme message. Fan de basket. Basket, le sport, mais basket aussi, les chaussures. Aujourd'hui, tu as des Jordan 3. Est-ce que tu peux, comme moi, oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous expliquer la relation entre le basket, ta cuisine, ce que ça représente aussi pour toi, et surtout, tu sais, on va parler du choix du modèle. Alors, que tu nous expliqueras. Donc, le basket, déjà, et ma cuisine, parce que le basket, c'est un sport incroyable, en fait. Parce que c'est un sport où on est vraiment en famille, en fait. Donc, ça nous apprend à être en famille. Parce que le basket, en basket, c'est pas comme au foot. On va attaquer, on va défendre. Il faut que tout le monde reste à son poste. Il faut énormément communiquer. Il faut encore plus se préparer. Le basket, en fait, on gagne les matchs. Je vous disais quand je suis 3 j'ai vécu chez moi, quand je jouais au basket dans mon club. Et on avait une équipe avec 10 joueurs totalement différents. Il y avait un gars, il y avait 3 Noirs, il y avait un Guyanais, moi avec un autre métis, il y avait des Français, et on était tous totalement différents. Mais on avait un seul but, c'était gagner, et on était comme des frères. Mais c'était impressionnant, en fait. Il y avait des jaunes, des rouges, des blancs, mais il n'y avait pas de couleur, en fait. C'était tous des frères. Et on jouait chacun l'un pour l'autre. Et on battait des équipes qui avaient parce que nous, on n'avait pas beaucoup de budget. On battait des équipes qui avaient des non-budgets, qui avaient des équipes, mais des gens qui avaient joué en équipe de France, tout ça, on les pliait, en fait. Juste parce qu'on était chacun l'un pour l'autre. Et donc, c'est là que j'ai appris c'est que j'ai bien compris qu'en fait, c'est pas ce qu'on va avoir individuellement, c'est l'entité qui va... Le collectif qui va pouvoir faire les choses. Donc, ça m'a déjà permis, par rapport à ma cuisine, de savoir que je vais pouvoir réussir, mais il faut juste que j'ai un collectif de personnes qui aient envie. Par exemple, là, dans mon restaurant, j'ai un second, c'est une jeune femme qui a envie. La salle, il y a mon épouse, il y a chef de salle avec toute l'équipe, chef de rang qui ont tous envie, en fait. Et donc, ça fait qu'on fait des trucs incroyables, en fait. On n'est pas les meilleurs, mais on a envie d'être les meilleurs. Donc, on y arrive. Donc ça, c'était pour le restaurant, pour la cuisine et le basket. Et ensuite, le basket, alors moi, toute ma carrière du basket, j'ai toujours joué avec Jordan. Parce qu'en fait, je suis très calme, mais je suis très arrogant au basket. Je suis quand je joue au basket, le but, c'est de tuer l'adversaire. C'est-à-dire que c'est le maître qui puisse pas respirer. Et la personne qui représentait le plus ça avant, c'était Kobe, mais Jordan. Et les peurs de Jordan, quand on arrivait sur un terrain de basket, quand on avait une paire de Jordan, c'était qu'on était le meilleur. Et moi, j'ai toujours peur de Jordan. Parce que pour moi, mon but, c'était d'être le meilleur. Et donc, du coup, ça m'a permis que toute ma carrière, donc du coup, c'est un truc qui faisait partie de moi, en fait. Chaque année, j'ai une paire de Jordan. Et je me suis dit, il faut que j'ai une identité qui soit propre à moi, parce qu'en fait, il y a des chefs comme Thierry Marx, que j'aime beaucoup, qui est judoka.
un sumo de judoka, et qui a tout son univers de tout ça, toute sa cuisine est autour du judo. Et je me suis dit, mais moi, aujourd'hui, quand on me voit, en basketteur, en fait, grand, fin, athlétique, et je me suis dit, pourquoi pas continuer avec dans ma cuisine, parce que c'est ce qui me permet de guider ma cuisine. Et donc, du coup, j'ai eu un docteur en sneaker qui s'appelle Max Limol. Je big up au passage. Ouais, qui est incroyable. Et on a pris le temps de réfléchir sur toutes les paires de Jordan. Moi, j'ai joué avec pas mal de Jordan, mais il fallait que je trouve une Jordan qui me correspond en termes de design, en termes d'histoire. On a vu que la 3, c'était la Jordan c'est le premier Jordan où il a travaillé en équipe de 1, où il a été, où il a commencé à exceller vraiment. Et ensuite, il y avait un côté très luxueux de la paire de chaussures, avec l'éléphant print, avec le côté cuir, tout ça. Donc, du coup, on s'est dit, celle-là, c'est ça qui va me correspondre. Et j'ai trouvé superbe aussi. Donc, j'ai pris cette paire de chaussures et qui me correspondait. Et après, j'ai vu une styliste guadeloupéenne, que je fais un coucou, Estelle. Je lui ai dit, voilà, moi, je veux une paire de chaussures. Je veux une tenue qui va avec ces paires de chaussures-là, ça. Parce qu'en fait, je veux cuisiner avec ma paire de chaussures. C'est-à-dire que les gens ressentent ce truc-là, ça, en fait. Et que quand je mets les paires de chaussures, ce soit comme quand je vais jouer au basket. C'est-à-dire que quand je la mets, je suis en mode tueur. Destruction. Ouais. Je vais être le meilleur. Et donc, du coup, on a trouvé une tenue avec... on a fait... Alors, parce que l'Elephant Print, je sais pas si vous allez voir, mais l'Elephant Print, ça ressemble un peu au madras noir et blanc. Donc, elle m'a dit, mais en fait, il y a le madras noir et blanc qui ressemble bien à ça, en fait. Et le madras, c'est quoi? Ça représente les Caraïbes. Je me suis dit, mais en fait, c'est superbe. Parce que je vais avoir le madras qui ressemble à l'Elephant Print. Donc, je vais avoir mes deux côtés, caribéen et basketteur. Donc, elle a refait les tenues avec le liseré madras et pour le haut et le pantalon et tout, en fait. Tout est... On fera en sorte de montrer la tenue pour que les gens puissent voir à quoi ça ressemble. Ouais. C'est quoi le prochain objectif pour toi, JR? Bon, je sais le restaurant vient d'ouvrir, mais je sais que tu as des objectifs en tête. C'est quoi la suite pour toi? Là, concrètement, je sais que c'est peut-être arrogant, mais il faut le faire. En plus, moi, j'aime beaucoup les Américains. C'est l'étoile. Pour moi, en fait, là, je vois la fierté dans les yeux de beaucoup d'Antillais, de Caribéens. Et je vois et je ressens, en fait, ce côté où on a besoin d'avoir cette... c'est pas qu'on a besoin de ça, hein, mais je pense que l'histoire a besoin de ça. On a une histoire, surtout notre cuisine a une histoire, et cette histoire doit être reconnue mondialement. Il n'y a jamais de restaurant caribéen étoilé. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie parce que mon restaurant, en fait, c'est mon restaurant, c'est le riche restaurant, mais c'est nous, en fait, c'est toute la Caraïbe. Et j'ai envie que nous soyons étoilés. Donc là, avec mes équipes, j'aurais déjà dit, le but... On va chercher l'étoile. On va chercher l'étoile. On va montrer à l'humanité, à tout le monde, que notre cuisine, elle est incroyable. Donc on va essayer de retranscrire cette cuisine. Mais le but, c'est d'avoir l'étoile là, aujourd'hui. J'ai plein de business que j'ai besoin de faire, hein, mais le but premier, c'est pas pour échapper étoilé, hein, c'est pour avoir une cuisine étoilée. Après, si je ne vais pas dire que je vais réussir, que je vais réussir. Parce que là, et pourquoi je suis autant confiant? Parce que pour moi, la cuisine antillaise, elle est étoilée. C'est une cuisine qui mérite au minimum, le maximum c'est 3 étoiles, hein, mais elle mérite au moins 5 étoiles. C'est pour dire comment elle est extraordinaire. Donc, si je la retranscris bien, l'étoile, c'est trop facile. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, pour moi, c'est ça l'objectif. Écoute, on ira la chercher avec toi. Je pense que ça se passera par de l'imagerie, de la communication pour que... Je ne sais pas si les gens doivent voter. Je ne sais pas comment ça se passe. Non, c'est le guide Michelin qui détermine ça. On peut pas, ouais, c'est vraiment eux. Mais aujourd'hui, mais on va y arriver. Je dis pas, on va, parce que c'est ensemble, on va y arriver. On a déjà fait Paris, donc de toute manière, le reste, c'est juste une nouvelle étape à cocher. Exactement. JR, on arrive déjà au terme. Question habituelle. C'est quoi ta définition de la réussite? Mais pour moi, la réussite, c'est faire ce qu'on aime, en fait. C'est faire ce qu'on aime, être heureux, faire ce qu'on aime. Qu'on se lève tous les matins. Aujourd'hui, moi, tous les matins. Alors, il faut savoir que j'ai en moyenne 3-4 heures de sommeil. Mais chaque jour, quand je me réveille, je suis heureux, en fait. Et pour moi, c'est la réussite. C'est de faire ce qu'on aime et de se sentir heureux, en fait, de faire ça. Aujourd'hui, chaque jour, mais quand je vais au restaurant, j'ai beaucoup de bons retours. J'aime ce que je fais.
Quand je cuisine, c'est ça, pour moi, c'est ça la réussite. C'est ça la réussite. Parce que quand on a ça, ça ramène beaucoup de choses à côté. Ça ramène de la richesse, ça ramène de la sérénité. Et pour moi, c'est ça. En fait, ça, quand on a ça, ben, tout derrière, ça devient évident, en fait. Parce que là, il y a la famille qui se... Par exemple, là, aujourd'hui, ben, j'ai la chance d'avoir j'ai mon épouse, j'ai 2 filles, mais c'est beaucoup grâce à tout ça, en fait. Et donc... Qu'est-ce que tu dirais aux petits jeunes comme toi, issus de quartiers pas forcément les meilleurs? Quels seraient tes mots pour les motiver et avoir un parcours aussi couronné de succès comme le tien? Mais il faut croire en soi. Il faut croire en soi, se donner une valeur. Aujourd'hui, c'est moi qui me suis donné ma valeur. Et ils ont tous des valeurs, en fait. Souvent, quand on vient de milieux comme ça, on se pense moins valorisé, avoir moins de valeur. En fait, la valeur ne se qualifie pas, ne se quantifie pas par rapport à ce qu'on a comme argent, par rapport à ce qu'on a comme richesse, mais par rapport à qui on est. Et c'est de croire en eux, en fait. Si vous croyez en vous, là, moi, je me dis souvent, je dis ça, mais ce que j'ai fait aujourd'hui, vous pouvez faire 10 fois plus. Donc, croyez en vous, et puis vous irez encore plus loin, parce que on est surtout les Caribéens, parce que tous les autres pays, les autres endroits dans le monde, ont leur puissance, mais nous, on est hyper puissants, on a une histoire, on a traversé, nos ancêtres ont traversé des choses difficiles qui ont permis que nous soyons là aujourd'hui. Et donc, du coup, on est la somme de ça, en fait. Donc, on est des, comme dit Admiral, des petits rois, des petites reines. Donc, du coup... GR, je te remercie. Merci beaucoup pour cet échange. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était Guéric pour un nouveau podcast et je vous dis à très bientôt. Mick, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu faire une tête.